Namasté tout le monde et bon retour. Ben, en tout cas, bon retour de vacances à moi, bon retour. Je tiens à vous remercier parce que dans mes vacances, c'était pas prévu qu'à Saint-Gédéon, le Wi-Fi soit à ce point lent et que ça ne nous permette pas de faire des vidéos. Donc, j'avais prévu être avec vous, sachez-le. Alors, merci pour votre patience. On se voit cette semaine et la semaine prochaine pour continuer notre beau parcours sur le chemin de l'amour et tous les aspects qu'on peut manifester à travers cette vibration d'amour. Alors, j'espère que vous avez passé un beau 2 semaines sans moi dans l'amour. Alors, coucou Sophie, allô Amélie, je vois Sylvie, Nathalie, allô tout le monde. Prenez soin de bien vous installer. Dans une petite minute, on se rappelle de notre routine, on commence toujours par 10 minutes de pratique de pleine conscience, qui sont vues comme les pratiques préliminaires, comme si on créait l'espace nécessaire pour recevoir des enseignements, apaiser un peu le stress, les tensions ou l'agitation de la journée. On devient plus calme, on crée un espace un peu plus clair intérieurement pour contempler, méditer sur différentes formes de sagesse. Alors voilà, c'est ce que je nous invite à vivre ce soir. On est sur les 4 aspects de l'amour divin, les 4 aspects de l'amour pur. On appelle aussi les 4 perfections de l'amour selon Bouddha. Donc c'est ce qu'on va voir ce soir et à quel point, moi je trouve que cet enseignement-là, c'est celui qui concrètement dans la vie de tous les jours me manque le plus et me ramène, je dirais, me guide le plus dans ce qu'est l'amour. Parce que quand je m'écarte d'un de ces aspects-là, je sais c'est parce que moi, je suis pas en train de vibrer dans l'amour et il y a d'autres choses qui sont en train de se vivre dans mes relations ou dans mon cœur. Et où. Alors voilà, vous pouvez vous installer. On commence notre 10 minutes de pleine conscience. Un moment pour calmer l'esprit, se recentrer, se déposer. Alors, vous pouvez prendre une posture qui est bonne pour vous. Coucou ceux qui viennent d'arriver. Allô Claude, Denise. Et les autres qui sont en différé, coucou aussi. Alors, prenez une posture qui est confortable pour vous pour la méditation. Ce qu'on veut, c'est avoir une posture qui permet la vigilance et de garder le corps immobile. Allô Nancy. Au début, on peut toujours prendre quelques respirations libératrices. Ça nous permet d'oxygéner le corps et de libérer les tensions. On peut inspirer par les narines profondément. On peut retenir l'air 1 ou 2 secondes et expirer bouche. On veut aller jusqu'au bout de l'expiration. Profonde, détendue. On rappelle à notre corps comment respirer pleinement. Et on peut toujours conserver les yeux fermés ou mi-clos, selon ce qui est le plus confortable pour nous dans notre pratique. Si on a les yeux ouverts, on peut fixer un objet. Détendre et relaxer aussi le regard. Prendre un temps pour intégrer la posture. Prendre conscience de la posture, de l'immobilité du corps. Et juste un moment savourer de s'arrêter. Enfin. Comment vous vous sentez intérieurement quand vous vous déposez, quand vous arrêtez, calme et immobile. Faites l'expérience du corps et de la posture de l'intérieur. Comme si vous pouvez ressentir la posture.
la position, les sensations dans tous les membres du corps. La posture de vos jambes. Prenez le temps d'accueillir les sensations. Comment ça se sent dans vos jambes en ce moment? On continue toujours avec une belle respiration profonde et détendue. Comment ça se sent au niveau des hanches, des fesses? Est-ce que votre colonne vertébrale est affaissée ou elle est bien droite et fière? Ajustez doucement. Si nécessaire, libérez les tensions dans le bas du dos en ajustant légèrement la posture. Comment ça se sent au niveau de l'abdomen, dans le ventre? Est-ce que c'est calme ou agité? Est-ce que c'est suffisamment détendu pour permettre au souffle de faire gonfler et dégonfler le ventre? Comment vous vous sentez au niveau de la poitrine, du haut du dos? Est-ce que vous êtes capable de vous apaiser davantage? Juste inviter la légèreté. Que la cage thoracique puisse s'ouvrir un peu plus facilement, aisément. Le cœur léger. La respiration naturelle. Vous êtes en parfaite sécurité. Respirez. Vous pouvez aussi détendre et relaxer les épaules, la nuque, sans induire la somnolence. Juste détendre. Permettre à l'énergie, au souffle, de circuler, d'être encore plus éveillé dans le corps, sans tension. Les épaules sont détendues. Comment vous vous sentez aujourd'hui dans vos épaules? Au niveau de la nuque, du cou. Détendez-vous. Comment vous vous sentez au niveau des bras, la posture de vos mains jusqu'au bout des doigts. Peut-être que vous pouvez sentir
La petite pulsion des battements du cœur jusqu'au bout des doigts ou à l'intérieur de la main. Puis ramenez votre attention au niveau du cou, des lèvres, de la bouche. Relaxez la mâchoire si vous sentez qu'elle est tendue. Vous pouvez éviter un léger sourire sur les lèvres. Voir comment ça se sent à l'intérieur. Si je choisis de sourire sans raison. Amenez de l'amour, de la bienveillance dans vos yeux. Générez cette intention d'avoir un regard de tendresse. Sur tout ce que votre regard va se poser. Et laissez vivre, respirer, l'énergie circuler dans tout le corps, la colonne vertébrale bien droite, une posture intérieure de dignité, comme si vous étiez le témoin, ce Bouddha au sommet d'une montagne. Restez en présence avec toutes les sensations internes, le corps, et élargissez votre conscience à tout ce qui bouge, toutes les sensations extérieures, les bruits. Restez témoin. Comment vous pouvez être complètement détendu et attentif, en présence. Cessez de vous identifier aux pensées qui passent. Cessez de suivre les images, les sons intérieurs dans votre tête. Soyez juste présent. Une présence. Au-delà du corps, au-delà des sensations, au-delà des émotions, au-delà des pensées. Soyez juste clarté, silence, présent.
Disparaissez dans cet état de présence, dans cette clarté, ce silence, cette vigilance. Soyez juste ceci, rien d'autre. Jouez le jeu de disparaître aux sensations, aux pensées, à l'agitation extérieure. Soyez clarté, silence, une présence. Et vous pouvez doucement reprendre quelques respirations plus profondes. Revenir aux sensations du corps, le battement du cœur dans la poitrine, sensation de l'inspiration, de l'expiration. Lâchez doucement votre attention. De prendre un moment pour sourire, générer une fierté dans votre pratique, vous réjouir d'avoir médité. Vous pouvez amener vos deux mains ensemble, les frotter légèrement. Amenez les pouces au cœur. Vous pouvez prendre une belle grande inspiration par les narines. Expirez bouche. Et inspirez pour faire vibrer le Om. Namasté. Ça fait-tu du bien? Hein? Comme on dit au lac, ça fait-tu? Toutes les pratiques de pleine conscience, les méditations préliminaires, c'est toujours pour nous rappeler notre essence. Et moi, quand je fais ce type de pratique-là, comme on vient de faire, où on termine dans la clarté de l'esprit, ben, dans ce moment de présence, c'est comme si je reprenais ma juste place dans l'univers. Je sais pas vous, là, mais c'est comme si tout à coup je réalise, j'ouvre l'espace de ma conscience, puis je réalise que il y a des milliards d'êtres humains, des milliards d'êtres vivants, des planètes, des galaxies. Le vivant est tellement au-delà de moi. Et là, je me rends compte de l'aventure éphémère de mon existence, petit dans l'espace-temps. Je suis comme un clin d'œil de conscience. Hein? Je suis comme un clin d'œil de présence. Il y a un petit moment dans cette infinitude d'existence de ce qui existe, l'univers créé, le connu. Il y a un petit clin d'œil de présence qui va être moi, qui va s'être appelé Martin Bilodeau. Tout petit dans cet espace-temps infini, immense. Et je reprends ma juste place. Et j'honore ce moment, hein, ce petit clin d'œil de présence, mais c'est comme si tout d'un coup je l'honorais. Je faisais acte de présence.
hein, je génère un état de conscience qui est plus grand. Et plus je suis présent, plus je suis conscient, on dirait, plus je réussis à étirer le clin d'œil. Tu sais, le clin d'œil, il est un petit peu plus lent. Je donne du temps au temps. Dans la vie, c'est ça qui est beau. Quand plus on pratique les méditations, plus on pratique les pleines consciences, plus tout d'un coup, on s'ouvre au moment. Et c'est comme si notre qualité de présence amplifiée crée un espace-temps qui est nouveau. Et là, ce temps-là était comme au ralenti. On est complètement en présence. Et là, les souvenirs vont être plus vifs, vont être plus... l'acuité des sens, même dans notre mémoire, va être amplifiée, etc. Notre impression, notre expérience sensorielle de ce moment-là va être plus réaliste, plus vrai. Alors, c'est ce que nous permet la pleine conscience et surtout de revenir humblement à notre juste place, je dirais, dans cette histoire-là qui est l'univers. Alors, pourquoi pas dans cette petite clin d'œil-là, donner un clin d'œil à l'univers avec amour. Et ce soir, on va se parler des 4 aspects dans lesquels Bouddha enseignait l'amour, les 4 qualités, 4 perfections de l'amour divin, de l'amour pur. Et je le sais qu'après ça, là, il se peut qu'après tout ça là, d'explications sur les 4 aspects de l'amour, il y a une tentative de dire « Oh my God, je suis plus en amour. » Ou cette amitié-là, c'est complètement toxique. Ou « Ouf, j'ai-tu vraiment de l'amour dans mes relations? Je suis-tu vraiment aimé? Il est où la joie? Il est où? » On veut pas s'agiter à travers ces qualités-là. Ça nous donne un repère, ça nous donne un phare. Il est certain qu'on peut pas, dans toutes nos relations, vivre chacun de ces aspects-là, tous les aspects ensemble à 100%. C'est impossible qu'il y ait les 4 constamment purs, lumineux, là, vibrants, là, sans tache ni rien, dans chacune de nos relations. C'est un phare, fait que c'est un guide. C'est pour dire, OK, c'est vrai, l'amour, ça vibre dans cet aspect-là, dans celle-là, dans celle-là, dans celle-là. Pour moi, c'est comme un baromètre qui me dit, oups, est-ce que je m'éloigne de l'amour ou, oups, je suis dans amour véritable? Ça me permet de ne pas avoir besoin de toujours aller m'accrocher aux théories, aux pratiques sur l'attachement, les dépendances, le renoncement joyeux et ainsi de suite. Pour moi, c'est comme un raccourci, ces 4 pratiques-là. Quand je les mets en revue dans ma tête, les 4, je réussis à scanner intérieurement, pas les autres, parce que ça aussi, c'est l'autre petit danger dans ce type d'enseignement-là, c'est de regarder si les autres, eux, génèrent les qualités de l'amour envers nous. C'est impossible de le savoir. Vous allez voir à quel point c'est complexe entre ce que je perçois de l'autre, sa véritable intention, les projections que je fais de ses comportements, ses attitudes, ses mots, comment je l'intériorise en lien avec mon passé, mes référents, etc., etc. On connaît notre machine humaine. On est capable d'être mélodramatique quand on en a besoin ou d'être complexe quand ça peut être simple. Ce qui est simple, c'est de me regarder. Puis déjà là, on peut dire beau mandat. Ce qui est plus simple, c'est de me regarder intérieurement. Alors, l'invitation de ce soir, c'est de regarder en moi, dans ma relation, ce qui m'appartient en lien avec ses qualités pour comprendre davantage. Ce qu'on veut, c'est que Bouddha a beaucoup enseigné sur l'amour parce que l'amour, c'est probablement la porte de notre soi le plus pur, le plus authentique. Mais on a beaucoup de sabotage, de négativité, d'ignorance qui font en sorte qu'on évite de se placer, d'honorer nos vérités intérieures puis notre véritable essence. Fait que ces 4 qualités-là, c'est comme un petit checkpoint qui fait « Ah oui, il y a ça », puis là, je le réidentifie à nouveau en moi et oups, je peux le manifester. Fait que c'est comme si je me remets sur le droit chemin de l'amour. Alors, le premier aspect, j'ai presque besoin de mes lunettes, je les ai pas près de moi, c'est Maitri. Donc Maitreya. Si vous entendez le mot Maitreya, parfois c'est le nouveau Bouddha. C'est le Bouddha de l'amour, c'est la 5e réincarnation de Bouddha. Des fois, vous entendez ça. Ça veut dire que c'est l'émanation pure de l'esprit de Bouddha qui va se manifester à travers la vibration amour. Maitri, c'est l'amour véritable. C'est non seulement l'amour, mais c'est la qualité d'amour bienveillant. L'amour qui fait du autre. L'amour doit faire du bien aux autres. Oups! Oh, est-ce que je viens de partir, mes beaux amis d'amour, justement? Je vois mon signal là, qui est passé de 4 à 1.
hein, je suis dans le Montréal métropolitain. Dites-moi si j'ai déjà aimé chez vous, si je suis toujours là. Je vous vois encore en ligne. Le temps a continué. En tout cas, ça devrait bien aller. On ne s'en sortira pas avec Internet, hein, finalement. Peu importe ce qu'on va être. Alors, vous pouvez me dire si je suis toujours avec vous. Reconnectez-vous. Bonsoir. Oui, bonsoir, Daniel Élément. Sinon, pour les billets du différé, eh bien, toujours là. Oui, merci Nathalie d'être au poste. Il y a quelqu'un qui est sorti de son état de clarté et de présence. Alors voilà. C'est l'aspect bienveillance. Merci mes amours. J'ai peut-être juste un petit décalage pour vous recevoir là, en décalé, mais voilà, je suis content. On est toujours ensemble. Le premier aspect de l'amour, c'est la bienveillance. C'est le fait que l'amour, dans la nature de l'amour, ça devrait faire du bien aux autres. C'est quand je suis dans amour à travers les autres, avec les autres, dans mes relations, ça devrait goûter bon pour les autres. Tu sais, je devrais comme amener un petit peu de rendre les gens plus heureux. La question qu'on pose, c'est est-ce que les gens sont heureux quand je les aime? Est-ce que je les aime bien? Hein, Bouddha nous interroge à savoir est-ce que mon amour est égoïste? Hein, parce que je dis j'aime les autres, mais une façon de savoir si mon amour est égoïste, c'est est-ce que je fais du bien aux autres? Est-ce que mon amour, ma qualité d'amour rend les autres heureux? Et pour ça, il faut se poser les questions. Il faut regarder, hein, moi, l'impact que j'ai dans mes relations, c'est-tu d'amener plus de bonheur pour les gens que j'aime? Parce que aimer, c'est ça. C'est cette qualité de bienveillance qui fait en sorte que mon intention, c'est créer du bonheur, c'est de la bienveillance. Ça me permet de tourner. Hein. Le premier aspect de l'amour, c'est donc partir du soi égoïste, égocentrique, et tourner une fenêtre vers l'autre. Ça ne veut pas dire d'ignorer, de négliger, de renoncer à mon bien-être, etc., etc. Faites-vous-en pas, ça va être là, cette attention-là vers soi. On ne néglige pas le soi pour autant, là. Mais on tourne. Hein, c'est comme le premier switch à faire, c'est l'autre existe. Hein, je passe de mon micro au macro-univers, là, mon univers unique finalement. Là, d'un coup, je regarde autour de moi, il y a plein d'autres univers. Fait que, est-ce que je suis dans l'attention bienveillante quand je suis dans mes relations d'amour? Et ultimement, là, Bouddha nous dit ça, là, c'est l'enseignement pour toutes nos relations humaines, les relations avec tout le vivant, toutes les espèces sensibles dans le monde. Mais commençons par nos relations humaines ou commençons par les gens très, très proches de nous. Là, ça va être plus facile. Alors, est-ce que quand je suis avec eux, je suis tourné vers eux ou je suis tourné vers moi? Est-ce que je suis en train toujours de regarder l'impact que j'ai? Parce que finalement, si je suis dans amour, bienveillant, je regarde l'impact que j'ai. L'impact de mes paroles, l'impact de mes gestes, de mes choix, de mes comportements. C'est cette attitude intérieure où je me tourne vers l'autre et j'essaie de mesurer, de voir, d'être attentif. La bienveillance, c'est ça, quand je dis souvent, on est le témoin attentif et bienveillant. Hein, c'est pas juste sur moi, c'est une bienveillance générale. Parce que aimer, on peut aimer parfois beaucoup quelqu'un ou d'autres, tous les autres, et les rendre malheureux. Bouddha a dit, quand c'est là, il y a peut-être plus d'amour ou peu d'amour. Ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas en réinjecter tout de suite. Là, dès qu'on s'en rend compte, hein, c'est un switch rapide des fois. C'est je suis en train d'énerver tout le monde autour de moi. Clairement, je n'étais pas dans beaucoup d'attention et de bienveillance. Je n'étais pas attentif aux autres, je n'ai pas reçu les feedbacks, hein, l'impact que je suis en train de créer autour de moi, parce que mon intention d'aimer, hein, ma vibration d'aimer, elle me tourne vers les autres. Si c'est juste tourner vers moi, il n'y a pas d'amour. C'est le début, là, c'est vraiment le premier pas. S'il n'y a pas ce switch-là, hein, cette espèce de balance-là, je reste conscient de moi, mais je prends conscience de l'autre. Je suis dans cette double conscience, moi, l'autre, hein, ensemble, simultanément. Au moment, entre vous et moi, là, si on n'a pas ça, il n'y a même pas de relation, fait qu'il n'y a pas d'amour. Hein. Mais c'est donc le premier pas pour être en relation véritable, hein, rencontrer l'autre. Est-ce que je m'intéresse à l'autre? Est-ce que je suis là à regarder quel effet que j'ai dans la vie de l'autre? Quel effet que j'ai sur l'humeur de l'autre? Quel effet j'ai, moi, quand je rentre dans une réunion d'équipe? Quel effet que j'ai quand j'arrive dans ma famille? Quel effet j'ai quand je rentre dans ma maison? Quel effet, hein, quand je rencontre un ami, quand je passe une soirée en amoureux? Ça, c'est vraiment la première attention. Fait que non seulement il faut se demander quelle est mon intention, mais dans ce premier aspect-là, il y a vraiment l'intelligence et la sagesse de mesurer, d'analyser, de recevoir. Et si on n'est pas sûr, ça donne bien. On a comme des outils de communication. On est doté de paroles. Fait qu'on peut, hein, si on n'est pas capable de décoder dans le non-verbal ou chez les autres, on demande.
Tu sais, ça t'a-tu fait du bien quand j'ai fait ça? Comment tu te sens par rapport à ce que je viens de dire? Et ainsi de suite. Vous allez voir, là, amour, communication, authenticité, Bouddha, ça vient tout ensemble. Là. Fait que, il y a ce va-et-vient-là de, OK, si je ne suis pas capable de mesurer mon impact chez les autres, mais je ne prends pas pour acquis que je rends les autres heureux, on va le dire comme ça aussi, là. Je dois reconnaître, je dois apprendre à reconnaître chez les autres les signes. Et pour ça, ben, je peux valider l'effet que j'ai et l'impact que j'ai eu dans plein de moments de ma vie, finalement, encore aujourd'hui. Là. Mais donc, au quotidien. Fait que ce premier aspect-là, il est important. C'est ce switch-là vers, oups, quel effet j'ai? Et je suis tout le temps comme en double conscience sur, il y a moi, j'ai mes intentions, mes attentes, mes besoins, blablabla, mes émotions, mes affaires, puis oups, je reçois, je décode, j'ai cette attention-là, attention bienveillante, j'ai cette attention-là de hey, ça vit autour de moi, il y a des petites machines humaines qui m'entourent, eux autres aussi ont des émotions, eux autres aussi peuvent se sentir froissés, et ainsi de suite. Fait que j'essaie de tout le temps décoder, ajuster, et là, je suis dans un mouvement de va-et-vient empathique vers les autres ou pour les autres. C'est le premier aspect de amour. Donc, ça s'appelle Maitri, ce premier aspect-là. Le deuxième aspect, c'est prendre soin. Ça s'appelle Karuna en sanskrit. C'est ce que je suis capable de comprendre la première. On a parlé des nobles vérités bouddhistes dans les autres, les formations sur la psychologie bouddhiste. Pour la plupart d'entre vous, vous l'avez fait. Le premier enseignement de Bouddha, c'est la nature humaine. Dans la nature humaine, il y a de la souffrance. Dans l'expérience humaine, ça souffre. Tu sais, moi, je le dis souvent, parce que souffrance, des fois, mon ego, il fait oh, je souffre pas en ce moment, là, ça va bien. Je dis juste, tu sais, on l'a pas toujours facile. Je dis à mon ego, bon, si souffrance aujourd'hui, tu n'es pas capable de l'encaisser là, comme vérité, ben dis, c'est pas toujours facile. Hein? Vivre, faire l'expérience de vivre. Un corps qui est limité dans le temps, qui vieillit, et ainsi de suite, des maladies, bon, on le sait, c'est ainsi encore plus. Un ego, des enjeux personnels, la mémoire qui nous garde souvent les meilleurs, les moins bons souvenirs de notre passé pour nous les rappeler en rafale, des enjeux sur le deuil, la transformation, tout ce qu'on ne contrôle pas à l'extérieur de nous. Puis là, je ne vous parle pas des enjeux sur l'intempérie, la tempête, les incendies, ainsi de suite. On est vulnérable dans notre forme humaine. Ça, c'est la première vérité de Bouddha. Si je me rappelle ça, non seulement je suis dans un état de conscience bienveillante sur les autres, mais en amour, je considère ça. J'ai toujours ça en tête. Les êtres humains qui sont autour de moi sont aussi en train de faire l'expérience des expériences multiples de souffrance à différents niveaux. Je ne perds pas de vue ça, ça ne fait pas perdre la compassion. Ce qui veut dire que dans mes expériences, je ne prends pas que tout le monde est parfait, juste en sécurité, juste dans l'effort, juste dans les qualités. Je vais vous dire, là, moi, cet aspect-là, c'est pas pour infantiliser les autres ou pour voir les autres comme des victimes, là. C'est vraiment pour me rappeler que sont pas parfaits, je suis pas parfait, ça souffre, c'est inconfortable, c'est stressé, c'est angoissé, ça a des enjeux, et que mes attentes vont diminuer puis que je vais être plus en ouverture, plus en patience, dans des états meilleurs d'aimer l'autre. Puis ça active en moi l'énergie de compassion. Cette réalisation-là. Le deuxième aspect, c'est je réalise la nature humaine chez l'autre. Je reconnais la nature humaine vulnérable, la première noble vérité chez l'autre. Ça souffre. C'est pas facile vivre. Je fais de multiples expériences de souffrance dans ma vie. Et ça me permet aussi, dans mes relations humaines, dans mon couple, parce qu'on se la joue, là. Il faut s'avouer, en tout cas, moi, ce que j'observe autour de moi, puis dans ma vie, puis en moi-même, là, c'est qu'on se la joue, ça va bien, je suis cool, je suis dans mes forces, je suis dans mes qualités, blablabla. Hein? Ben, se donner des espaces de vulnérabilité, reconnaître, pas être dans la complaisance, pas être dans la victimisation, ainsi de suite, vous le savez, là, les pièges, là, les patterns, mais juste dans la vérité. Aujourd'hui, il y a eu des moments forts, il y a eu des moments agréables, il y a un moment où j'ai stressé là-dessus, j'ai eu peur de ça, puis on ne le dramatisera pas, justement, on n'en fera pas une histoire plus grosse si on se permet de dire « Oups, en moi, ça a ouvert telle faille. En moi, il y a telle émotion qui a émergé. Je ne m'y attache pas, je ne m'identifie pas à ça plus qu'il faut. Je suis capable de reconnaître que ça m'a traversé, puis que clairement, ça peut avoir un impact. Je reconnais donc aussi que chez les autres, il peut y avoir de ça dans leur journée. Je ne prends pas pour acquis que tout le monde a passé une belle journée, puis on fait semblant toute la soirée que ça a bien été tout le monde à la maison sur l'heure du souper. On se donne le droit dans notre regard, dans nos communications, dans notre
attitude avec les autres, on laisse de l'ouverture pour se parler de, tu sais, ce qui n'a pas bien été. Puis des fois, dans les relations amoureuses, familiales, d'amitié, une façon de ne pas rentrer dans thérapeutiser les autres, là, ou se thérapeutiser, mais juste dire, hey, comment je peux t'aider, tu sais, dans nos couples, comment je peux t'aider en ce moment, comment je peux t'aider cette semaine, comment aujourd'hui je peux contribuer à ce que tu passes une meilleure journée. Quelle attitude que tu aimerais ça que j'ai aujourd'hui qui te ferait du bien? De quoi tu as besoin aujourd'hui? Il y a différentes façons, en tout cas, moi, je me trouve plein de petites phrases comme ça, puis de petits trucs, juste pour tester. Tu sais, au lieu de s'asseoir en face de l'autre et dire, tu sais, moi, je reconnais que la nature humaine, c'est souffrance. Puis je reconnais que tu souffres. Puis j'aimerais ça que tu me parles de tes souffrances. Tu sais, c'est dur de faire ça tous les soirs au souper. Ils vont vous trouver intense. Fait que, sans être obligé de rentrer là-dedans, trouvez-vous des trucs juste pour être capable de voir, OK, parce qu'il y a une grande tristesse en ce moment dans le monde. Moi, j'ai travaillé, vous le savez, là, je n'arrête pas de le dire, mais mes années avec les jeunes délinquants, comme intervenant psychosocial, directeur d'organismes communautaires, m'a vraiment permis de voir que ça souffre et ça souffre dans l'invisible. Ça souffre, puis c'est pas vrai qu'on voit la détresse des autres et c'est pas vrai qu'on voit les gens quand ils sont sur le bord du suicide, découragés, quand ils veulent mourir, quand ils sont juste en train de broyer du noir. On a un mécanisme facile pour projeter que tout va bien. Parce qu'on se dit comment ça va bien, puis on se la joue, puis tout le monde la joue bien, finalement. Et on souffre seul. Ce qu'il y a de pire que de souffrir dans la vie, c'est d'être seul et de souffrir seul. C'est vraiment le plus grand type de souffrance, je trouve, dans le monde. Et je pense que ce type de souffrance-là, qui amène des fois à des actes malheureux, autant agressifs, violents envers soi qu'avec les autres, c'est qu'on a peu d'espace. On dirait qu'on a du mal à reconnaître, à donner un espace dans nos communications, dans nos relations, pour se voir dans nos failles, pour se voir comme un être parfaitement imparfait, vulnérable parfois. Tu sais, on ne peut pas toujours le jouer héroïque, là. Et on est héroïque aussi parce qu'on a des blessures qu'on traverse. Parce qu'on vit avec des blessures. On est héroïque parce qu'on en a eu des combats, parce qu'on en a eu des traversées difficiles. C'est ça qui nous rend héroïques. Et ça se peut qu'on en ait encore d'autres. Et c'est parce qu'on se relève qu'on l'est. Mais quand on est à terre, il faut des fois l'avouer. Il faut se donner des espaces, je dirais, de confiance dans nos relations pour honorer ce deuxième aspect qui est vraiment essentiel, mais qui est délicat. Si on est dans la sagesse de ça souffre, ça souffre, ben, on va permettre aux autres d'être plus authentiques. Et on va peut-être éviter des drames comme autant de suicides qu'on a dans nos sociétés occidentales, des suicides qui sont invisibles, hein, jusqu'à la fin, jusqu'au dernier acte. On ne l'a pas vu, personne ne l'a vu. Puis je ne dis pas que c'est la responsabilité de personne d'autre que celle ou celui qui fait l'acte, souvent un celui là, à 80%, qui fait l'acte. Mais les gars, on a de la misère à être vulnérables, on a de la misère à broyer, crier, être imparfait, etc. Peut-être encore plus dans nos conditionnements, les émotions. En tout cas, les taux de suicide démontrent que c'est encore plus difficile. Et pourtant, je sais que tout le monde a des êtres autour d'eux qui les aiment, qui seraient ouverts à entendre et accueillir. Fait que dans votre qualité d'amour, créez des espaces comme vous voulez. Mais créez des espaces de rencontre, pas juste dans ça va bien, pas juste dans il fait beau, pas juste dans la superficialité de la journée, mais essayez de voir comment vous pouvez accompagner les autres, être meilleur pour l'autre. Tu sais, si c'est dur, tu me le dirais. Hein? Tu sais, des fois, si tu as envie de parler, n'importe quoi, ouvrez des portes constamment. Comment ça pourrait aller mieux aujourd'hui? Comment je pourrais faire pour contribuer à ce que tu aies une plus belle journée? Qu'est-ce que ça tente de vivre, qu'on vive ensemble pour te faire du bien? Je vous le dis, là, il y a 3 millions de façons de le nommer sans que ce soit épeurant pour les autres, sans qu'ils sentent qu'on suspecte que ça va pas bien ou peu importe. Soyez subtils, soyez délicats, adaptez-vous, mais intérieurement, l'amour dans les relations humaines devrait permettre des rencontres véritables dans ce qu'on vit, dans ce qu'on est, le plus fondamental de ce qu'on vit comme expérience humaine. Alors, c'est le deuxième aspect. Le troisième aspect, c'est, moi je l'aime celui-là, c'est la joie. Alors, la joie, c'est mudita. C'est la joie en sanskrit, c'est la joie comme Bouddha l'enseignait avec ce mot-là. On va jusqu'à dire, même dans les enseignements bouddhistes, s'il n'y a pas de joie dans une relation, c'est qu'il n'y a pas d'amour. C'est là, c'est fort, là. Mais je dis comme,
évidemment, si t'es pas bien, si j'ai pas de joie, si t'es pas enthousiasmé d'être avec quelqu'un, ben c'est peut-être qu'il n'y a pas d'amour finalement. Si t'arrives avec quelqu'un, t'es pas. Les deux ont de la misère à se sourire, puis à être heureux de se voir, puis de se rencontrer, puis le fait d'être ensemble, ça crée pas de la joie. Il faut se demander si les deux aspects de l'amour sont là, ou en tout cas si on est dans une relation d'amour. Ou s'il y a encore de l'amour. Fait que la joie, c'est l'amusement, la complicité, le plaisir, la légèreté, et ainsi de suite. Ça va avec amour dans le bouddhisme. Ça va avec amour puisque c'est une condition qui justement nous libère du drame, du sérieux, de l'ego, de l'attachement, des tensions, de tous les aspects négatifs justement de l'esprit qui pourraient polluer nos relations humaines. Quand c'est joyeux, on dit « Hey, OK, moi, non seulement je suis en amour avec l'autre, je suis en amour avec notre relation, j'aime ce qu'on vit ensemble. Quand je suis avec toi, j'ai comme juste envie de profiter du beau, du bon. Puis je vous le dis, joie, ça peut même se vivre dans des espaces de communication sur la vulnérabilité, sur les souffrances. Là. Joie, c'est pas l'émotion, joie, c'est l'état, c'est un état intérieur, la joie. C'est un état libéré des souffrances qui me permet d'être authentique dans mes émotions. Moi, je peux écouter l'autre dans une souffrance, puis dans l'authenticité qu'on vit, dans l'échange qu'on vit, ça vous est déjà tout arrivé. Hein, de pleurer ensemble, de crier, de se défouler ensemble, de ventiler, puis il y avait comme une méta-émotion autour de ça qui était de la joie, qui était comme hey, ça fait du bien ce qu'on est en train de vivre ensemble. Fait que dans les relations d'amour, dans amour, il y a cet aspect-là, joie, qui est important. Fait qu'il faut regarder comment je réussis à induire la joie. Si on est heureux ensemble, ben, on va injecter de la joie, on va injecter du plaisir, on va se donner, on va échanger dans cette énergie-là de joie, une énergie joyeuse, de légèreté d'être, pour profiter du meilleur ensemble, pour dire, OK, on ne gâchera pas la joie d'être ensemble à travers un peu d'impatience, un peu de frustration, un peu de jugement, et ainsi de suite. La joie, c'est justement, on voit à travers le baromètre joie, l'énergie joie, s'il y a quelque chose qui fait obstacle dans l'amour. Moi, je pense que la joie, c'est ce qui me permet en premier de voir dans mes relations s'il y a quelque chose qu'on a mis qui nous empêche. On a besoin de déblayer le chemin parce qu'on a mis des affaires dans la relation, dans ma tête, dans mon cœur, qui m'empêchent d'aimer. Soit que j'ai mis une propre résistance, un mécanisme de défense, quelque chose, mais il y a quelque chose qui est plus naturel, qui est plus léger, qui est plus enthousiasmant dans le fait de se rencontrer, de la perspective d'être avec l'autre, le fait d'être ensemble. Il y a soit le ressentiment qui s'est mis de la partie, soit les jugements, soit les désirs de vengeance, culpabilisation, mécanisme d'agressivité passif. La joie, là, c'est vraiment un élément important qui me permet de démasquer, oups, il y a quelque chose qui est en train d'éteindre l'amour. Il y a quelque chose qui est en train de bloquer le canal, l'énergie, le flot d'amour. C'est tous les barrages qui sont là. S'il n'y a pas les barrages, si l'amour est là, la joie est là. Si la joie n'est plus là, ben l'amour n'est plus beaucoup là. On va se le dire comme ça pour ne pas dire comme Bouddha dit, là. S'il n'y a plus de joie dans vos relations, ben il n'y a plus d'amour. Bouddha dit ça comme ça. Là. Raide de même. Regarde, ça ne veut pas dire que la relation n'est pas bonne, ça ne veut pas dire que la relation, elle n'a pas besoin d'être... Au contraire, ça veut juste dire, hey, si on tient à la relation, ben, le fait de se dire qu'il n'y a plus de joie dans la relation, il n'y a plus de légèreté, il n'y a plus de sport, ben, on a travaillé quelque chose, on a libéré quelque chose, on a évacué un trop-plein des émotions refoulées, peu importe, mais si on veut être dans la relation puis vraiment la vivre avec amour, il y a quelque chose à regarder puis à faire pour que la joie revienne. C'est un très, très beau baromètre. Puis ça nous dit également, ça nous redit, ça nous confirme à quel point la légèreté d'être est importante dans nos relations humaines. C'est pas compliqué être bien les uns avec les autres. L'amour, c'est simple. Dans ses enseignements, dans sa sagesse, il y a un retour à quelque chose de simple. Je vois quelqu'un que j'aime, j'ai de la joie de le revoir. J'ai de la joie de penser à elle ou à lui. J'ai de la joie de penser à son bonheur. La réjouissance, c'est simple. Ça devrait être là constamment. Être bien ensemble, ça devrait être simple. Si on choisit. Si on choisit d'être heureux, d'être joyeux, dès qu'il y a un stress, une tension, je ramène des affaires de la job, ben, je ne permets pas à l'amour de s'exprimer totalement dans ma soirée, dans ma relation, dans le moment présent avec les gens qui sont là. Fait que c'est un beau baromètre, la joie.
pour regarder à quel point je m'abandonne à cette vague d'amour qui pourrait déferler de moi à l'autre et de l'autre vers moi. Comme ça. Et parlant de libre vague, le dernier élément, c'est la liberté. Et ça, on va s'en parler peut-être un peu plus longuement parce que c'est un élément qui peut amener des conclusions rapides et hâtives. Alors, on n'est pas en train de faire l'éloge du polyamour, de la liberté amoureuse, des clubs échangistes et ainsi de suite. Bien au contraire. Pas bien au contraire, mais pas nécessairement en tout cas. J'ai aucune opinion là-dessus, Bouddha n'en a jamais parlé. Bon. Donc, celui-là est plus compliqué en sanskrit, c'est upeksha. Upeksha, c'est la liberté. Alors, des 4 éléments de l'amour, c'est souvent celui qui conclut le plus l'amour au sens où c'est une énergie pure. Pour tester la pureté de l'amour, le dernier élément, s'il est présent, ben là, on est dans le plus beau de l'amour. Parce que finalement, l'amour et liberté vont ensemble, comme les 3 autres aspects, surtout libre d'être soi. Parce que oui, on peut parler de la liberté, puis c'est facile, on dirait, de jauger la relation, la qualité d'amour que l'autre a envers nous sur la liberté qu'il nous donne. Mais finalement, la question à se poser, c'est vraiment davantage, est-ce que dans la relation, nous sommes libres d'être nous-mêmes? Et là, ça engage une réflexion et ça amène une sagesse sur l'amour encore plus profonde. Est-ce qu'on est libre des jugements? Est-ce qu'on est libre dans l'ouverture que l'autre a à nous? Est-ce qu'on se donne le droit d'être complètement libre dans nos relations? Alors, moi, je viens d'aller au Lac-Saint-Jean. On est tous différents les uns les autres. Moi, avec ma famille, on a beaucoup de différences sur plein d'éléments. Ma vie ne ressemble pas nécessairement à leur vie, ou à part le fait qu'on mange même pas. Je ne mange pas 3 fois tous les jours. Fait que, je ne sais pas, on est des êtres humains, c'est ce qui nous identifie. On s'aime. Et on s'aime dans nos différences. Et ça a pris beaucoup, beaucoup, beaucoup d'amour pour nous permettre d'être libres, de vivre la vie qu'on veut, de vivre notre vie, de s'exprimer à travers l'existence, se manifester, que j'aime dire, à travers les choix, les multiples facettes que l'existence peut nous permettre de vivre dans nos différences. Ce qui veut dire souvent qu'on ne se comprend pas pantoute. Ma mère, ma tante Rachel, on ne comprend pas les choix des autres. Je comprends 0 leur vie. Ils comprennent 0, peut-être moins 10, la mienne, mes choix, le style de vie que j'ai, les voyages, la quête spirituelle, les rites de passage, les tribus avec lesquelles j'existais. Ils n'ont aucune idée pourquoi j'ai besoin de tout ça, puis je fais tout ça. Tout mon style de vie, le nomadisme, mais ça n'a aucune importance. C'est pas conditionnel à l'amour qu'ils ont pour moi et que j'ai pour eux. Je leur demande pas d'être comme moi, ils ne me demandent pas d'être comme eux. Il y a très peu de jugements. On est pur, là, les jugements, tout le temps, finalement. Et même quand il y en a, on se permet, avec le jugement de l'autre, de rester nous-mêmes encore plus fort pour se faire travailler mutuellement sur nos jugements. C'est correct qu'on ait des vies différentes. C'est correct que l'autre juge, critique, se bloque, résiste à telle vérité, ainsi de suite. On soit dans une lutte de ma vérité meilleure que la tienne, mon style de vie, mon ci, mon ça. T'es-tu heureux? Moi, c'est mes parents qui m'ont appris ça. T'es heureux? On est heureux pour toi. Dis-moi juste t'es heureux. Premier et deuxième aspect de l'amour. Dis-moi que t'es heureux. Je vais te laisser libre. Si t'es pas heureux, ça se peut qu'il devienne contrôlant un petit peu, là, ou beaucoup. C'est de l'amour contrôlant des fois. Mais si t'es heureux, dis-moi que t'es heureux dans tes choix. Je comprends rien, là. 0 fuck all, comme j'aime dire. 0 pantoute. Là. Je comprends pas ta vie. C'est comme c'est un film que je peux pas m'expliquer. Mais si je vois que tu es heureux, ben, je vais me réjouir. Si je vois que tu es heureux, tu es libre. Tu es libre parce que ce que je veux le plus au monde, c'est que tu sois heureux. Alors, dans nos relations, souvent fusionnelles amoureuses, fusionnelles familiales, on crée ce qu'on appelle des normes. On norme, il y a comme des comportements normatifs. On va comme développer le nous, et pour qu'il y ait un nous, ben, il faut qu'il y ait des normes. C'est plate, mais le fun en même temps. Si on en est conscient, on peut déjà déjouer le jugement là-dedans. On peut être libre dans la norme. Puisque comment on la vit, la norme, comment on l'interprète. Fait que je dis pas les valeurs, je dis vraiment des normes. Puisqu'à travers les valeurs, on vit des normes. C'est comme
on s'appelle à telle heure, on fait telle affaire, on prend soin de notre corps de telle façon, notre santé, c'est et ainsi de suite. Puis là, même des petites affaires, êtes-vous libre dans vos relations humaines? Êtes-vous libre de, hein, quand on a un beau mode de vie là, de yogi, on est-tu libre de prendre une puff de cigarette 2 fois par année ou de boire un verre d'alcool devant tous les gens qu'on aime et qui nous aiment? Peut-être pas, je sais pas. Plus l'amour est grand, plus on va être libre. Et on a à s'apprendre les uns les autres cet amour-là. On est capable de tricher devant tout le monde, dans notre bouffe, dans nos affaires? On est capable d'accepter, d'assumer tous nos aspects de notre vie, tous nos rêves? Même des fois, c'est juste des rêves. On est capable de parler librement à la fois de nos plus grands rêves, de nos plus grandes fantaisies, de nos peurs existentielles? On est capable de confier ça sans que ça crée quelque chose? On est juste capable de vivre, de faire nos choix, parce qu'on est vu par les gens qui nous aiment. Ils font partie de notre vie, ils sont autour de nous. On est capable de vivre notre existence sans avoir besoin de se justifier. Est-ce qu'on est capable d'être ensemble, de s'aimer, sans avoir besoin de constamment se justifier? Ça, c'est qu'on est libre. On est vraiment libre quand on n'a plus besoin de justifier qui on est, ce que nous sommes, d'instant en instant. Impermanent, plein de nuances, plein de paradoxes. C'est ça l'être humain souvent. Plus on cherche à comprendre avec le mental, plus on va s'éloigner de l'amour. Parce que finalement, on cherche à contrôler ce qu'on connaît de l'autre. On cherche à connaître l'autre et à le mettre dans des petites cases. Quand les êtres sont fluctuants, impermanents, changeants, paradoxaux, en opposition avec des parts d'eux-mêmes, on peut être libre et s'aimer. Il faut de plus en plus apprendre à aimer tout en étant libre. Et je vous le dis, ça n'a aucun espèce de rapport sur le débat là, trop récurrent sur la fidélité, l'exclusivité du corps, du bisou, de je sais pas quoi, de coucher avec quelqu'un, y a-tu juste écrit? Ça, là, c'est un prétexte à canaliser tout le concept de liberté autour d'un micro-aspect du couple et de donner, amplifier, après 2000 ans de judéo-christianisme, là, cet aspect-là, cette règle morale religieuse-là, sur laquelle vous avez à gérer ce qui vous fait du bien, ce qui vous rend heureux, ce qui vous rend pas heureux, puis pourquoi, en dedans, ça vous rend pas heureux. Ça, là, ça nous appartient à tous et chacun. La vraie liberté, c'est beaucoup plus large que ça. C'est est-ce que je peux être moi-même, arriver chez nous broyer, arriver chez nous crier, arriver chez nous danser tout nu? Est-ce que je suis libre avec les gens que j'aime? Bon, je sais qu'il y en a qui ont des familles, là, avec des enfants, tout ne peut pas se faire, mais est-ce que je suis libre de m'exprimer, de manifester dans mes relations humaines, avec ceux que j'aime? Est-ce que moi, je permets aux autres d'être complètement libres? Puis ça, c'est une question qui est difficile à évaluer parce que comment j'exprime, je transmets, je redonne la liberté à l'autre sur sa vie, sur ses choix, sur son temps libre et ainsi de suite. C'est dur, hein? Parce que c'est souvent du non-dit, c'est souvent le non-verbal, c'est souvent là où oups, une petite punition de vengeance, un petit boudage, un petit commentaire, un petit froncement de sourcil, un petit « Non, c'est correct, tu peux y aller. Hein? » On s'en connaît-tu? Non, je juge pas. Non, mais c'est toi, hein, mais moi, je ferais pas ça de même. On a des petites façons là, subtiles de dire à l'autre qu'on est meilleur ou que ça, il est pas fort, ou tu sais, etc. Fait qu'il faut vraiment s'observer. Il faut être dans les premiers aspects, le double, bienveillance, l'impact que j'ai sur les autres, est-ce que je rends heureux l'autre, est-ce que je suis dans la joie, ainsi de suite. La liberté, c'est probablement le plus beau, c'est ce qui nous permet d'être vrai dans nos relations. Si je suis pas libre d'être moi-même, je suis en relation avec qui je suis. Moi, j'ai fait un choix à 17 ans, on a tous des choix. Moi, grâce ou par mon orientation sexuelle, j'ai dû à 17 ans, dans un lac Saint-Jean assez reculé, nommer qui j'étais parce que, savez-vous ce qui m'a... Puis j'ai fait après ça des témoignages longtemps dans les différents programmes là, de sensibilisation. Puis moi, la pensée à 16-17 ans qui m'a dit « Hey, l'urgence d'être moi-même, ça a été s'il m'aime pas pour qui je suis, il ne m'aime pas. » Et j'ai traîné ça pendant 1 an ou 2 avec beaucoup de douleur. Parce que pour moi, c'est clair. Et après ça, je vous le dis, à 17 ans, j'ai fait un choix que jamais je ne nierai qui je suis, une vérité aussi passagère soit-elle, pour être aimé ou pour plaire aux autres. Parce que si je fais ça, de toute façon, ils m'aiment pas.
ils me connaissent pas. Ils m'aiment pas. Ils savent pas qui je suis. Si vous vous dévoilez pas tel que vous êtes, ben moi, ma réflexion, ça a été personne m'aime. Si je suis pas moi, il aime qui? Une projection, un jeu, un mensonge, quelqu'un qui n'existe pas, une fausse personnalité, ben, c'est pas de l'amour, c'est clair. Pour moi, c'était clair à ce moment-là, c'était quoi, on était début des années 90, que je pouvais tout risquer. Je pouvais risquer que plus personne m'aime, parce que de toute façon, je risquais rien. Ils m'aimaient déjà pas. Ils m'aimaient pas, ils me connaissaient pas. Je leur donnais pas la chance de m'aimer. Si je me dévoile pas tel que je suis, je ne permets pas à l'autre de m'aimer. Je ne donne pas la grande opportunité aux autres de véritablement m'aimer. Et moi aussi, de la même façon, si je ne permets pas aux autres d'être ce qu'ils sont, ben je ne me permets pas de les aimer. Je ne me donne pas ce grand privilège, ce grand honneur que j'ai d'accueillir bras, cœur, esprit ouvert un être humain dans son intégralité, de vivre, de faire vibrer en moi l'amour, le vrai, le beau, celui qui vibre fort, celui qui amène des larmes aux yeux, celui qui crée des frissons, celui qui fait que, waouh, il y a un moment d'éternité qui se vit dans la rencontre. C'est parce que je suis libre d'être ce que je suis dans le moment présent. C'est parce que je permets aux autres d'être libres de qui ils sont que souvent on revient et que ces relations-là sont encore plus belles, plus intenses. Fait que des fois, voulant enfermer, voulant capturer, voulant jouer de manipulation, de chantage, en sabotage pour que l'autre reste, pour que les gens soient plus près de nous, pour que les gens nous rappellent plus vite, ben c'est le contraire. Il n'y a personne qui aime vivre en cage, il n'y a personne qui aime avoir une laisse, il n'y a personne qui aime vivre sur un élastique qu'il faut revenir dès qu'on donne un petit coup par en avant. Il n'y a personne qui aime ça, avoir une liberté par procuration. Et il n'y a personne qui aime ça vivre dans le jugement ou recevoir les jugements des autres. Fait que plus on se libère de ça en nous, plus on libère les autres, plus l'amour va être là, puis ce qu'on veut, puis ce qui fait du bien, c'est être aimé. Fait que soyez sûrs là, que ça va goûter bon. Puis le vrai amour, les vraies relations, les vrais amis, le vrai amoureux, une vraie famille, une vraie famille. Moi, j'ai la sens que ma famille biologique soit devenue une vraie famille avec le temps. Puis je dis au sens large, parce que ma mère et tout ça, tu sais, mais devenue parce qu'on s'est fait confiance dans la liberté qu'on a d'être nous-mêmes. Même si au niveau même religieux, tu sais, il y a des sujets là, politiques, nos visions sociales, je vous le dis, là, si on commence à débattre de tout, mais parce qu'il y a de l'amour, on évite doucement certains sujets ou on s'amuse avec d'autres, mais parce que le bonheur de l'autre est aussi important que le nôtre, parce que je mesure l'impact que j'ai chez les autres, parce que finalement, je suis attentif à ce que la joie est là ou pas, même dans le débat, même dans les échanges d'idées, même dans ce qui apparaît comme des conflits, ben, je réussis à préserver les 3 premiers éléments de l'amour qui, finalement, sont aussi les gardiens de la liberté. Et c'est ce que j'espère, je souhaite qu'on vive tous et toutes dans nos relations humaines. C'est cette qualité-là. Et ces qualités-là, ces 4 qualités-là et cette qualité d'amour que ça apporte, eh bien, il faut constamment. Et Bouddha, dans le bouddhisme, on appelle ça les protecteurs du dharma. Il y a des êtres, même, vous pouvez le voir au niveau symbolique, et c'est parfait, là. Il y a des êtres symboliques, énergétiques, spirituels, il y a des gardiens, des protecteurs du dharma, de chacune des sagesses. En nous, il faut être un protecteur de cette sagesse-là sur le sens, les aspects, les facettes de l'amour. Alors, ce désir-là de prendre soin, cette attention bienveillante, bienveillance, cette qualité de compassion, cette qualité où je reconnais ce qui souffre, ce qui est vulnérable en l'autre, je me permets de le vivre, j'accueille l'imperfection, cette joie, cette légèreté et le sens profond de la liberté. Si je garde ça dans mon esprit et je suis le gardien de ça dans mes relations, je suis pas mal sûr que ça va vibrer dans de l'amour là, fort. Et c'est ce qu'on veut. Parce que moi, c'est ce que je me souhaite, c'est ce que je vous souhaite, c'est de continuer à faire de plus en plus l'expérience, à exprimer, manifester de l'amour le plus pur possible. Si je peux vivre juste dans l'amour, my God, que ça va goûter bon jusqu'à la fin. Alors, on se prend un petit 30 secondes et on va faire une méditation sur ces 4 aspects-là.
Vous pouvez vous dégourdir un petit peu. C'est toujours pour ceux qui sont en direct. Les autres en différé, ben, prenez une pause. Ben, faites comme si on était ensemble puis vous n'aviez pas le choix de faire pause. Alors, on se prend une petite minute juste pour une petite gorgée d'eau si vous avez envie d'aller petit tour à la salle de bain. N'importe quoi qui vous fait du bien. On se donne une petite minute qui est là. J'ai pas mon livre avec moi, mais en tout cas. Cette semaine, moi, pendant les pauses, genre, c'est que si tu veux, ça paraît que en secondaire, puis partout, je faisais ça aussi. Hein. Les pauses. Donc, juste pour vous dire, comme ça, pendant ceux qui sont restés avec moi, cette semaine, samedi, on recommence les méditations live sur Facebook. Alors, allez voir l'événement, soyez avec moi. Je ne me souviens plus de l'heure. Je pense que j'ai gardé ça à 11 heures. En tout cas, je suis en direct les prochaines fins de semaine. Là, je suis 6 fins de semaine de suite à animer des retraites ou des intensifs publics autour de Montréal ou à Abitibi ou ailleurs. Mais on va toujours faire, pour comme partager un petit bout, là, un petit 30 minutes d'enseignement, méditation ensemble avec la grande Sangha. C'est gratuit, c'est le fun. Partagez-les quand vous êtes dans les vidéos, ce qui permet plein de gens, des centaines de personnes les derniers mois, surtout pendant la pandémie, ont appris, ont connu la méditation, ont vu différents aspects de la méditation parce que vous partagez les vidéos. Fait que je vous rappelle à quel point c'est important de peser, pas pour que je sois, tu sais, je suis assez connu, là, je vis bien, mes événements sont complets, pas besoin de ça, là. C'est vraiment, le but, c'est vraiment, moi je partage parce que je le fais gratuit pour que vous soyez, ce soit accessible, et pour que votre communauté, votre gang, puis en partageant, en passant, ça vient sur votre fil d'actualité. La meilleure façon de le retrouver, puisqu'il n'y a pas une journée où il n'y a pas quelqu'un qui me demande où était telle méditation, si vous partagez dès le début des vidéos sur FaceTime, ben, ça vous permet de l'avoir pour toujours sur votre fil d'actualité et de refaire autant de fois que vous voulez. Alors voilà, samedi, on commence les Facebook en direct, enseignement et méditation, un beau 30 minutes à être ensemble. Si vous voulez le retrouver en différé, c'est votre prochaine question, ben, allez sur ma page Facebook, puis c'est en différé, c'est là, appuyez sur vidéo, là. Si vous n'êtes pas bon sur Facebook, comme moi, demandez à des amis et ils vont vous montrer à quel point c'est facile. Voilà. Donc, prêt, pas prêt, on médite sur les 4 aspects de l'amour. On médite et on va essayer de se rappeler ces 4 aspects-là et de se rappeler une relation où cet aspect se manifeste, juste pour dire, OK, dans quel... Et je vous le dis, c'est probablement pas la même relation parce que ce qu'on veut, là, c'est créer un ancrage, hein? Une mémoire, un ancrage, un guide intérieur qui dit, ah oui, ça se sent comme ça à l'intérieur dans cet aspect-là de amour. Et aller chercher l'exemple qui en ce moment dans votre tête, dans votre cœur est le plus fort. Fait que essayez pas, là, restez pas convaincu que c'est votre amoureux, votre amoureuse, votre mari, votre enfant. Ouvrez-vous, là. Chaque aspect, on va dire, OK, dans cet aspect-là, où spontanément je l'ai vécu le plus fort, où j'ai le plus grand rappel de sa manifestation, puis savourez-le. Dites, ah ouais. Ce qu'on veut, c'est une sagesse. C'est, quand c'est là, ça, j'aime-tu plus? Est-ce que je sens que je suis plus dans l'amour? Puis là, ça fait, oui, ça fait, yes, j'en veux plus, j'en veux dans mes relations, je me rappelle que je suis capable de le vivre, je veux que ça se contamine partout, dans l'ensemble de mes relations humaines. Alors, on fait comme un voyage dans les 4 aspects, les 4 piliers de l'amour pour être ensuite le gardien de ces aspects-là dans toutes mes relations humaines. Alors, je vous invite à prendre une belle posture de méditation en fin de soirée. Pour le direct, vous pouvez garder les yeux fermés, fixer en face de vous, avoir une respiration un peu plus complète pour vous permettre, ou, moi j'ai déjà fait ça, des fois, très tard dans les ashrams, dans ma vie, je me pinçais, imaginez-vous donc, pour me réveiller. Tu sais, quand on s'endort vraiment, là, je me pinçais comme le bout des doigts. Fait que, restez juste attentif et vigilant. Le plus possible, trouvez-vous vos propres trucs. Alors, une belle posture immobile, quelques respirations profondes au départ. Et cette motivation au cœur, comme ce serait merveilleux, extraordinaire. Si je pouvais réaliser intérieurement les 4 belles sagesses de l'amour. Si je pouvais exprimer dans mes relations l'amour le plus pur. Ressentir amour.
amour véritable, amour authentique, l'amour qui guérit. Si je pouvais faire l'expérience de l'amour, m'ouvrir à l'amour. Et pour exprimer un amour encore plus pur, plus fort, je vais contempler les 4 aspects d'aimer. Le premier aspect, cette attention que je porte à l'autre. Cette conscience de l'autre, la conscience bienveillante. Dans quelle relation, avec quel être j'ai manifesté cet aspect de l'amour. Je me tourne spontanément vers l'autre avec soin, attention. Je mesure l'impact de mon amour afin que l'autre soit heureux. C'est où dans ma vie, où intérieurement, je ressens cette qualité d'amour, où je me décentre de moi-même pour tourner mon cœur, mon regard, mon attention vers l'autre. Considérer l'autre avec bienveillance. Je tente de ressentir, de refaire l'expérience intérieure, cette énergie de caring, de prendre soin, d'être disponible à l'autre. Je le laisse se manifester en moi en ce moment. Je peux réaliser à quel point ça fait du bien. Quand mon cœur se tourne vers l'autre, ça fait du bien parce que je suis dans l'amour. Et le deuxième aspect, avec qui ou par qui je puis exprimer l'énergie de compassion. Dans quelle relation j'accepte l'autre dans ses imperfections, sa vulnérabilité, ses petites ou grandes souffrances. Et je contribue à soulager l'autre de ses souffrances, de ses tourments, de ses peurs.
Quand la dernière fois que j'ai pris soin de quelqu'un, ou d'un être, peut-être un animal, où je rendais service. Comment dans mes relations je permets la souffrance et je me mets au service de soulager, d'apaiser momentanément ceux qui souffrent. Comment l'entraide me permet de vivre amour. Et dans quelle relation s'exprime joie? Comment s'exprime joie dans mes relations? Joie comme le bien-être d'être ensemble, comme l'enthousiasme de voir la personne, de la présence de l'autre. Comment joie, légèreté fait partie de mes relations. Quel souvenir ou quelle relation en ce moment me met en joie? Et je peux réaliser comment joie parle de ma capacité de laisser l'amour danser, jouer, être libre entre moi et l'autre. Comment l'amour c'est libérateur des tensions, des drames, du sérieux. Aimer, c'est être bien ensemble. Se réjouir de la présence de l'autre. Comment se manifeste la joie? Quel est mon rappel de la joie? Et finalement, dans quelle relation, à quel moment de la relation, d'une relation, vous êtes senti et vous avez permis à l'autre surtout d'être complètement libre pour aimer. Il faut être soi-même. Pour aimer l'autre, il faut que l'autre se permette d'être ce qu'il est vraiment. Et pour ce faire, il faut être libre. Il faut s'offrir la liberté d'être. Comment moi, je permets aux autres d'être libres, d'être eux-mêmes. Et comment plus je laisse les gens être libres, mieux je les aime. Plus il y a amour dans ma vie, dans mes relations.
Et lorsque je me suis rappelé les aspects de l'amour, je les ressentis en moi. Je générais cette intention d'être le gardien, la gardienne de l'amour. Des 4 piliers de l'amour. Générer cette volonté d'apprendre à aimer mieux. De manifester sans limite, sans condition, mon amour. Et doucement, vous pouvez reprendre quelques respirations plus profondes. Vous pouvez amener les mains en namasté, les frotter légèrement ensemble. Amenez les pouces au cœur, prenez une belle grande inspiration par les narines. Expirez bouche. Et inspirez pour faire vibrer le son OM. Namasté. Alors, si vous avez des petits commentaires, des questions sur les enseignements de ce soir, sur les thèmes, ce qui a été abordé, c'est un petit moment qu'on se donne pour partager ensemble. Vous pouvez me partager n'importe quel commentaire. Soyez libre de vous exprimer comme vous désirez. On a l'été. Oups, j'ai dit Siri. Siri. De présent là, pour l'été surtout. Là. Alors, peut-être c'est toujours plus court les périodes de questions. Quand on est plus de 100 personnes, ça cogite plus. Merci ma belle Sophie d'amour. Oui, Daniel Élément, c'est un beau défi, mais c'est parce qu'on est les gens qui aiment les défis qu'on médite. C'est une belle attitude à avoir, le défi. C'est vrai que c'est un défi. Mais au lieu de dire « Oh, c'est un défi », on fait « Yes, c'est un défi ». Parce qu'on est tous dans le même défi, finalement. Ah, merci Hélène, c'est gentil. Moi aussi, j'ai de la job à faire, puis je le fais avec enthousiasme. Mais j'ai de la job, tous les jours, finalement. Ah, merci mon beau Claude d'amour. Je savais à quel point tu m'inspires aussi. Il y a des gens que je connais plus que d'autres. Je peux témoigner de. On a partagé des voyages, des retraites, des expériences de vie très signifiantes. Là. Alors, je peux témoigner à quel point on s'inspire les uns les autres, effectivement. C'est peut-être un élément important. Allons chercher en nous les rappels de ces éléments-là, des aspects de l'amour, mais inspirons-nous. S'il y a des gens, ensemble, on apprend à mieux aimer. Ensemble, on apprend à aimer. Et c'est important d'être des inspirations les uns pour les autres, puis se le dire quand on est dans nos bons coups, quand on est dans nos belles qualités d'amour, le reconnaître chez les autres dans nos relations, c'est important. Ah, merci Sylvie. Moi, je l'aime cet enseignement-là de Bouddha là, sur l'amour, vraiment. Là. On le retrouve dans peu de livres, d'ailleurs, expliqué aussi succinctement. Fait que je suis content de pouvoir vous le partager. Alors, mes amours, s'il n'y a pas d'autres questions, je vous aime, je vous embrasse. On se voit peut-être samedi en direct, peut-être dans les retraites à venir, les fins de semaine, je sais qu'il y en a plein entre vous. Il y a une autre session qui s'en vient. Je pense que vous allez recevoir un courriel là-dessus demain. Ça parle de la liberté. Ça parle du guerrier spirituel, c'est vrai. J'ai dit, hey, on va mobiliser l'énergie de courage
pendant le printemps, en tout cas, ce début d'automne, fin d'été, je vais vous dire le printemps. Je suis vraiment décalé avec mes voyages, mais c'est l'été qui finit bientôt au Québec. Donc, en septembre, le thème de la prochaine session, c'est les différents chemins du guerrier spirituel, les enseignements Shambhala, entre autres, du bouddhisme tibétain, sur le guerrier spirituel, comment manifester tous les aspects du courage dans notre vie. Donc voilà, des méditations inspirantes, surtout pour les temps chaotiques, les bouleversements, les changements qu'on vit. Donc, j'espère que ça va vous faire du bien. Moi, ça me fait du bien. Je suis en train de, j'ai 3-4 livres, là, justement, sur ce thème-là, que je dévore pour préparer les contenus pour vous. Donc, voilà. Merci beaucoup tout le monde. Ah, ma belle Manon, t'étais là. Coucou, Corinne. Allô, mon beau Marcel. Alors, je vous aime d'amour. À la prochaine. Merci.